Donc rebonjour, on va reprendre cette série d'interviews d'Atrium TV. Et on poursuit donc après avoir eu Thomas Bernard et Maurice Fréchuret avec une autre personne de l'équipe de Maurice. Une autre très belle rencontre dans ce CAPC, celle avec Thierry Davila. Juste deux mots pour te présenter. Tu as travaillé donc, que je dise pas de bêtises, de 1996 à 2001 en tant que directeur adjoint des musées Picasso à Antibes, dont le directeur était... Je crois que c'était Fréchuret Maurice. Oui. Et voilà. Et puis, bon, tu es venu, après tu as pris l'intérim de la direction. Et de 2001 à 2007, tu es arrivé au CAPC pour être responsable du département culturel. Et ensuite, de 2008 à 2022, conservateur au MAMCO. Cher Thierry, donc, un peu, je vais prendre sur les mêmes questions un peu de Marie-Laure aussi, comme j'ai posé à Marie-Laure. Tes impressions d'abord peut-être sur le CAPC, sur cette institution. On en a parlé un petit peu avant. Alors d'abord, bonjour à vous toutes et à vous tous. Et merci de l'invitation. Les impressions, moi le CAPC c'était d'abord un objet fantasmé. Un objet rêvé, parce que j'ai mis très longtemps à venir voir des expositions ici. Je crois que la première exposition que j'ai vue, c'était en 1998, c'était Cities on the Move. Et avant ça, j'entendais évidemment, dans les années 90, parler du CAPC avec beaucoup d'enthousiasme, de parti pris dans le milieu de l'art. C'était un lieu de toute évidence étonnant, qui faisait parler, qui faisait fantasmer. Et en travaillant au musée Picasso à Antibes, j'ai rencontré le directeur de la Villa Arson à l'époque, qui était Michel Bourrel. Et Michel Bourrel était une des éminences grises, si j'ai bien compris, de ce musée et de Jean-Louis Froment en particulier. Et donc on parlait aussi du CAPC avec Michel Bourrel, et ça contribuait à me faire rêver. Et j'ai toujours d'ailleurs, même s'il est décédé, beaucoup de respect pour la figure et la personne de Michel Bourrel, pour sa culture, pour aussi tout ce qu'il a fait pour le CAPC, puisque c'est lui qui a initié énormément de programmes, de séminaires, de colloques, de publications, d'idées de publications, etc. Donc c'est, je crois, une personnalité très importante pour la vie de cette institution. Je pense qu'il est important de lui rendre hommage et d'avoir son nom en tête, Michel Bourrel. Il avait fait une chose qui m'avait un peu épaté à l'époque, quand on se voyait à Nice. D'abord, il m'avait proposé d'enseigner à la Villa Arson. C'était Maurice Fréchuret qui lui avait suggéré l'idée, qu'il avait reprise et mise à exécution. Donc ça, c'était pour moi assez important. Et puis un jour, on parlait de Robert Maurice. Je travaillais sur Robert Maurice. Et il me dit, mais tu sais, j'ai des choses, là, je vais te passer une chose. Donc il m'avait passé le carton d'invitation d'une exposition de Robert Maurice à la galerie Léo Castelli à New York, une exposition mythique qui s'appelait Continuous Project Alter Daily, qui a donné le nom de ses écrits publiés aux presses du MIT. Et donc il a vu le carton d'invitation de cette exposition qui s'est déroulée pendant une semaine dans les sous-sols de la galerie Léo Castelli à New York. Parmi d'autres choses qu'il avait, d'autres raretés qu'il avait dans ses archives. Et j'ai compris aussi, en parlant avec toi et avec Jeannie Loga, que c'était quelqu'un qui avait effectivement beaucoup de choses dans ses cartons, oui, et dans ses papiers ici, qu'il a laissé d'ailleurs avant quand il est parti à Nice. L'exposition qu'il y avait eu aussi de Robert Maurice, certains s'en souviennent, qui s'appelait Steam, qui était dans la nef. Très belle exposition. Oui, absolument. C'était la vapeur d'eau que j'avais vue, oui. Donc c'était un objet fantasmatique pour moi, ce musée. Puis bon, comme ne venant pas forcément du milieu de l'art, je me suis raccroché à cette discipline assez tard. Tu as plutôt une formation, ça, de philosophe et de sciences politiques. Sciences politiques. Donc voilà, de toute façon, j'ai besoin de rêver avant d'aller dans la réalité, donc ça m'allait bien. Et donc quand je suis arrivé ici... Est-ce que tu as rêvé quand tu es arrivé là? Alors non, pas forcément. Quand je suis arrivé ici, j'ai été terrorisé. Mais vraiment, j'ai eu peur. Peur du bâtiment, que j'avais déjà visité, mais là, il fallait travailler avec, dans le bâtiment.
peur de son histoire. Quand je voyais la liste des artistes qui avaient été invités et des commissaires qui avaient travaillé, je me disais, toi, tu vas arriver là, qu'est-ce que tu vas faire avec tes petites mains? Peur aussi parce que on parlait de fantômes tout à l'heure, on a parlé de fantômes tout à l'heure, j'étais pas là. Mais là, oui, j'ai vu des fantômes ici, d'énormes fantômes, qui étaient toujours là en train de tirer les ficelles. JLF était un de ces fantômes, mais il y en avait d'autres aussi. Et donc je me suis dit, ouf, il va falloir travailler, hein, mais ça risque d'être un peu plus difficile que ce que j'avais imaginé. Mais au fond, après, en rentrant dans le vif du travail, les choses se sont apaisées. Mais c'est une drôle de machine, hein, c'est un drôle d'objet et architectural, et administratif, et artistique, et humain, mais aussi un drôle d'objet fantasmatique, quoi. Donc voilà. Et quand tu es arrivé donc là, ici au CAPC, est-ce que très vite tu as eu dans ta tête des idées d'échanges avec Maurice sur des expositions? Oui, alors il y avait tout de suite l'idée. Préparer un certain nombre de projets. D'abord, moi, ce qui me fascinait, c'était que c'était un lieu d'exposition et un lieu d'élaboration du savoir. C'est-à-dire que je sentais, et je crois que je n'avais pas tort de le sentir comme ça, que dans ce lieu, on travaillait dans le musée, pour produire du savoir. Pour produire du savoir sur les œuvres, pour produire du savoir sur ce que montrer veut dire, pour produire du savoir sur ce que regarder veut dire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours semblé important, parce que le regard, c'est vraiment la question posée par l'humanité de l'homme, pour parler un peu pompeusement. Donc, tout d'un coup, voilà, c'était des enjeux importants pour moi, qui venaient d'une formation philosophique. Et tu me parlais de la bibliothèque aussi. Il y avait la bibliothèque, très impressionnante. Je me rappelle que Michel Bourrel, qu'on rencontrait très souvent avec Maurice, m'avait dit une chose qui m'avait fait, j'étais comme un enfant, qui m'a dit, tu sais, au CAPC, il y a la totalité de la collection des publications Artforum. Totalité. Quand il m'a dit ça, j'étais sidéré. Je me disais, mais comment un musée peut avoir une telle archive, une telle richesse de savoir contenue dans ses murs? C'est plus de 40 000 documents. Hein, ouais. Et après, donc, évidemment, j'ai vu la bibliothèque dont Cyril s'occupe aujourd'hui, et j'imagine qu'il s'en occupe toujours aussi remarquablement. Mais à l'époque, c'était Bernard Dulille qui chapeautait le tout du travail de la bibliothèque. Je tiens aussi à rendre hommage à Bernard Dulille. Donc, ça m'allait bien, parce que j'avais expérimenté à Antibes, grâce à Maurice, le fait qu'effectivement, on était dans un musée pour produire du savoir. Moi, j'avais lu quelques livres de Maurice, je me suis dit, oh bah tiens, ça m'irait bien de travailler avec ce conservateur. Et puis ça m'est arrivé 2 ou 3 ans après. Donc en arrivant ici, ça m'allait bien aussi. Donc j'ai surmonté ma terreur initiale par la joie du savoir telle que le musée l'a proposé vraiment, parce que je sentais qu'il y avait vraiment une puissance de pensée, pour parler un peu pompeusement. Et il y avait les outils pour ça. Il y avait vraiment les outils pour ça. Et évidemment, il y avait les éditions, que moi je regardais avec beaucoup d'admiration. Cette ligne graphique, je me rappelle, il y avait le catalogue de l'exposition Pascal Convert. Donc, il y avait Convert écrit. C'était la seule chose qui était écrite sur la première de couverture. Et puis il y avait à l'intérieur un livre, oui, c'était un texte de Georges Didier Berman. Moi, j'étais habitué à avoir des textes dans les catalogues d'exposition de musée, c'était Eric Kiki, pas de notes de bas de page. Et là, c'était quasiment un essai. Donc, je me disais, ah, et ça, c'est bien. Là, je suis chez moi, là. On va y aller. Et donc, là, on va parler des expositions, parce qu'il y en a eu aussi de très nombreuses, celles que tu as fait à ce moment-là. Donc, moi, j'en ai retenu quelques-unes à la suite on le disait tout à l'heure, des années 70, celle de Maurice Fréchuret, l'exposition de Stéphane Magnin, et revenir sur 4 expositions qui sont remakes, qui sont d'octobre 2003 à janvier 2004, Stalker, février-mai 2004 aussi, à Angle Vif, dont vous avez parlé tout à l'heure, et puis Brocoliki. Donc on va commencer peut-être par Stéphane Magnin. Stéphane Magnin, c'était dans le cadre de l'exposition de Maurice sur les années 70. Et l'idée, c'était aussi de proposer dans la galerie des projets, donc la galerie la plus haute du bâtiment. C'était une galerie dont l'idée revenait à Éric Fellonneau. Là aussi, je tiens à souligner l'importance d'Éric Fellonneau dans la vie de ce musée. Je vais faire juste une parenthèse. En fait, Éric Fellonneau avait déjà une galerie dans Bordeaux qui s'appelait la Galerie pour la Vie,
qui était cours Victor Hugo. Et à la suite un peu de la fermeture de cette galerie, voilà, il s'était replongé dans la galerie. Donc c'était Eric qui avait eu cette idée de galerie que Maurice avait contresigné, si j'ose dire. Et dans cette galerie, pendant toute la durée de l'exposition sur les années 70, l'idée c'était de montrer des travaux d'artistes actuels qui étaient formellement en résonance avec certaines parties de l'art des années 70. Donc il y a eu Stéphane Magnin, une exposition un peu musclée à faire, parce qu'on a eu, comme très souvent avec Stéphane, les plans quasiment 1 heure avant le vernissage. J'exagère évidemment, mais c'était vraiment très tardif et c'était relativement complexe à faire. Heureusement, les matériaux, c'était du bois, du contreplaqué et de la moquette. Mais en fait, c'était un énorme travail de construction. Et je dois dire que là, j'ai compris ce qu'était qu'une équipe technique, quoi. J'ai vraiment compris ce que c'était que travailler dans un musée pour produire des œuvres avec des gens qui sont de vrais professionnels de la fabrication d'objets. Voilà. Et l'œuvre, je crois, a rejoint, il faudra que Anne nous le confirme, mais a rejoint les collections du musée. C'était une sorte de satellite, une sorte d'énorme sofa aussi. Enfin, c'était quelque chose de très à la manière de Stéphane Magnin. Il y avait aussi une petite publication. C'était donc quelque chose que je trouvais assez judicieux par rapport au mastodonte qu'était cette exposition sur les années 70. Et puis après, dans cette galerie des projets, d'autres choses se sont produites, et en particulier une partie de l'exposition Stalker, puisque Stalker, c'est toujours d'ailleurs un collectif d'artistes basé à Rome, qui sont des artistes marcheurs, donc sont vraiment les héritiers de Guy Debord, de la dérive situationniste, mais aussi de l'histoire de la marche, telle que les dadaïstes ou les surréalistes ont pu l'explorer également. Et donc, c'était un collectif qu'on avait montré avec Maurice à Antibes, dans l'exposition Un siècle d'arpenteurs, les figures de la marche. Cette exposition se déroulait au fond sur une année. Première partie, l'art moderne, deuxième partie, l'art contemporain. Et moi, à l'origine, je n'étais pas forcément requis pour travailler sur cette exposition. Puis au fur et à mesure des discussions, je trouve que il était judicieux de proposer aussi un versant, une vision très contemporaine de la question. Et dans cette version contemporaine de la question, il se trouve que Guy Tosato me dit « Mais tu sais, moi je connais les Stalker, là, à Rome. » Donc je suis allé à Rome tout de suite, je suis allé les voir. Et oui, c'était un groupe de marcheurs, de gens qui pensaient la marche, qui pensaient la ville, qui pensaient le rapport entre la mobilité et l'architecture, dans ce qu'ils appelaient à l'époque des territoires actuels, qui tenaient à la fois qui tenaient d'une certaine manière des espaces autres définis par Foucault, et qu'après ils ont requalifié de villes informelles. Donc ce sont des gens qui exploraient les limites entre le construit et le terrain vague, disons les choses un peu schématiquement comme ça. Et moi, je trouvais ça très passionnant. Il y avait aussi un côté un peu romantique qui m'intéressait. Et donc, avec Maurice, on les avait montrés à Antibes, en particulier les cartes qu'ils faisaient de leur dérive. Et puis ici, le projet a été plus vaste. Donc, ça a été donc Galerie des projets et Nef. Et dans la Nef, oui. Parce que dans la Nef, cette exposition, elle était quand même assez particulière. Beaucoup de gens nous en parlent encore maintenant. Oui, c'était très particulier. Si tu peux parler un peu de ce projet. Moi, je me suis rendu compte que, après leur avoir fait la proposition, en accord avec Maurice, je dis ça parce que c'est important. Il y a toujours un directeur artistique dans un musée qui prend des décisions, et j'y reviendrai tout à l'heure. Je me suis rendu compte, après que la proposition leur a été faite, qu'en fait, ce n'étaient pas des plasticiens, et qu'ils n'avaient jamais fait de pièces monumentales. Donc, moment de panique, je me dis comment ils vont faire avec la nef. Et en fait, ils ont trouvé une solution géniale, mais vraiment. Parce ils ont acheté plus d'1 kilomètre de drap, et ils ont mis le drap comme ça, qui pendait dans la nef. Et ça faisait donc des hamacs dans lesquels chacune pouvait se reposer, dormir, se balancer, rêver, penser, etc. Et j'ai trouvé que c'était vraiment réussi parce que, évidemment, ils avaient compris une chose, c'est qu'on ne peut pas rentrer en opposition avec l'architecture de la nef. Si un artiste se met en tête de rentrer en compétition avec... Alors là, c'est la catastrophe.
c'est pas la peine d'ouvrir l'exposition. Mais eux, ils se sont dit, nous, on va jouer de notre souplesse, on va jouer avec notre souplesse. Nous, on est des fluides, nous, on est des marcheurs, nous, on est des circulants. Donc, on va inventer et inviter une circulation nouvelle dans la nef. Et ça produit ça. Là aussi, l'équipe s'est super bien débrouillée pour tendre toute cette ribambelle de tissu. Par contre, à la Galerie des Projets, on montrait des objets. Et là, alors, notamment une carte interactive qui avait une histoire très passionnante et qu'on regardait avec des lampes torches. Et là, je me suis dit, mais ça va pas du tout. Et je m'en suis rendu compte un jour avant le vernissage. Mais ça va pas du tout. C'est pas des plasticiens, là, ils se sont complètement plantés. Dans la nef, ils ont réussi et c'était miraculeux. Là, ça va pas du tout. Et vraiment, le soir avant le vernissage, je parle avec Francesco Carreri, qui est toujours et encore le théoricien du groupe et qui enseigne l'architecture à l'Université de Rome aujourd'hui. Enfin, ces cours d'architecture, ça se passe dans les champs, ça se passe dans la ville. J'ai jamais d'amphithéâtre convoqué. Et je lui ai dit, tu sais, moi je pense que on va pas le faire parce que c'est trop tard, mais il aurait fallu fermer la Galerie des Projets. On ne se focalise que sur la nef parce que le reste, ça tient pas la route plastiquement. Il me dit, tu as raison, mais on le fera pas. Et là, j'ai compris que l'art n'était pas une science exacte. C'est-à-dire que il y a toujours cette part de coup de dé, qui jamais n'épuisera le hasard de l'art. Et dans ce cas-là, c'était le cas. Hein. Et c'était un moment qu'on a partagé avec Francesco de vérité, au moment où on s'est dit ce qu'on avait à se dire, et on n'en a pas tiré les conséquences institutionnelles, puisque je n'ai pas demandé à Maurice de fermer la Galerie des Projets, mais j'ai beaucoup appris dans ces quelques minutes d'échange avec lui, parce que c'était vraiment la pointe extrême d'un travail de plusieurs semaines qui se terminait par ce constat, eh bien non, on s'est planté là, heureusement on a réussi en bas. Ça, c'était intéressant pour moi aussi en tant qu'expérimentant la distribution de la matière dans l'espace, disons les choses comme ça. Alors, autre coup de dé, à grande échelle aussi, qui ont particulièrement marqué le CAPC, ces deux expositions dont j'ai cité tout à l'heure les titres. Il y avait Remakes et puis Pascal Brocolicki, mais je voulais revenir sur Remakes parce que en même temps, ça a été la première grande exposition on va dire de vidéos, d'images vidéo dans la nef. Et là aussi, c'est pas forcément, on pense pas forcément ce lieu pour projeter des films, etc. Bon, ça a été fait après, mais là, c'était vraiment une exposition qui mettait l'accent sur ces images. Donc, il y a un certain nombre d'artistes dont tu vas nous parler. Il y avait Douglas Gordon, Pierre Huyghe, Yann Kopp, Olivier Bardin. En fait, je m'étais rendu compte, sous le coup de ma terreur première, je m'étais dit, il faut vraiment regarder tout ce qui a été fait ici, parce que sinon je vais me faire manger, quoi. Il faut savoir comment se positionner, que c'est peut-être comme ça que je vais m'en sortir. J'avais regardé toute la liste des expositions, certains des catalogues, je les connaissais vraiment, et je m'étais rendu compte, et ça m'avait troublé, je me suis dit, mais il n'y a jamais eu d'exposition vidéo ici. C'est-à-dire qui était un médium majeur. Il y avait eu de la vidéo dans les expositions, mais il n'y avait jamais eu d'exposition vidéo. Et je me suis dit, bon, il faut... Et je crois que j'en avais parlé d'ailleurs à Maurice. Je me suis dit, il faut y aller, quoi. Il faut essayer de faire quelque chose. Et je m'étais rendu compte que dans cette période des années 90, début des années 2000, dans la production artistique la plus émergente, la plus informelle, pour parler comme Stalker, donc qui était en train de se constituer, la question du remake prenait une place très importante. Et il y avait à l'époque ce film de Douglas Gordon, 24 Hour Psycho, qui était un totem pour tous les artistes, enfin pour toute une génération d'artistes. C'était vraiment un film totem, c'est-à-dire c'était l'écran, c'était le film d'Hitchcock, Psycho, qui était montré pendant 24 heures parce que le film était ralenti pour pouvoir durer 24 heures de projection. Donc c'est un geste absolument fondamental, profond, crucial, génial, et d'hommage, de transformation de la mémoire, de transformation de l'héritage, de transmission aussi,
Sachant que moi, j'avais toujours en tête quelque chose qui ne cesse de me questionner, c'est le fait qu'on apprend l'art, en tout cas dans les académies, c'est-à-dire pendant des siècles, on a appris l'art qu'en le répétant, c'est-à-dire qu'en le copiant. Donc la création est fatalement liée à la répétition. La répétition, c'est une façon de créer, et une création qui, je ne sais pas comment d'ailleurs, n'intégrerait pas la répétition ne serait pas une création, ce serait autre chose. Et là, on avait toute une génération d'artistes qui s'appuyaient sur ce geste-là à partir de l'image mobile, de la vidéo, et ils faisaient des remakes d'œuvres. Donc Olivier Bardin, on a montré son film qui était une répétition, une reprise du Camion, la pièce de Duras. Le film, je crois aussi, il y a un film, je crois. Hein, c'est ça, un film, pièce. Et puis donc il y avait évidemment 24 Hour Psycho de Douglas Gordon, et il y avait un triptyque d'une artiste allemande que j'avais trouvé, mais que personne n'a retenu, qui s'appelle, je crois qu'elle est toujours vivante, Ute Friedrich Jurs, qui travaillait à partir d'images du New York Times, de journaux américains, et qu'elle recréait avec là aussi une sorte de lenteur minérale, hein, pour en faire des films qui étaient au fond des films qui regardaient plus vers la photo que vers le cinéma, ou du cinéma qui regardait plus vers la photo que vers l'image mobile, quoi. Et tout ça faisait une constellation dans la nef qu'on a tenté de mettre en place. Et là aussi, l'équipe technique a été super. Et voilà, c'était... Autre grande histoire technique dans la nef, c'est Pascal Broccoli. Alors là, c'était plus que une histoire technique. C'était étonnant parce que là aussi, c'était encore un nouveau challenge. C'était une pièce autour du son, vraiment liée alors à cette particularité évidemment de ce lieu qui est comme une nef d'église. Et alors, comment t'es venue aussi cette idée de faire appel à Pascal et on va pouvoir parler de cette réalisation. Je ne sais pas si vous vous souvenez c'était une sorte de pavillon, d'énormes pavillons blancs uniquement sonores. Et là aussi, c'était une grande première d'avoir cette pièce sonore dans la nef. Alors moi, à la Villa Arson, j'avais rencontré Pascal Broccoli, qui est toujours d'ailleurs la personne qui s'occupe du studio, du studio son de la Villa Arson, hein, et qui est vraiment une sorte d'archive incarnée, d'archive vivante du son, de l'histoire du son. Donc j'étais quelqu'un pour lequel j'ai eu d'emblée beaucoup de respect intellectuel, respect artistique, respect humain. Et je me suis dit, bon, voilà, on pourrait travailler peut-être avec lui sur des projets, quoi, mais il faut trouver le bon moment. Et puis, je n'oubliais pas qu'il y a une pièce sonore dans le CAPC, qui est cette pièce de Max Neuhaus, que je ne sais pas si je l'ai écoutée, si je l'ai jamais écoutée, ou bref, qui était une pièce qui avait été faite à l'occasion de l'exposition Gaz d'Harald Zeman. Ah oui. Et donc j'ai erré dans ce musée tellement de fois pour essayer d'écouter, d'entendre cette pièce. Je pense à un moment donné l'avoir entendue, mais j'ai probablement fantasmé. Mais ça fait complètement partie du travail de Max Neuhaus. C'est-à-dire que c'est un son tellement inframince, pour parler comme du chant, qu'on ne sait pas s'il existe ou si on l'imagine exister. Bon, mais ça m'intéressait. Alors je m'étais dit... ce serait quand même bien, puisqu'il y a une trace sonore dans le bâtiment même, une trace sonore d'intervention artistique. La pièce de Max Neuhaus, si tout va bien, elle doit être branchée en permanence. C'est une pièce définitivement inachevée. Et donc, voilà, là aussi... discussion pour prendre la décision de faire cette pièce, parce qu'en fait, tout de suite, Pascal avait une idée, et c'était de faire une sorte d'énorme pavillon dans la nef, avec une structure en acier de 5 tonnes, hein, et puis tout un vélum blanc qui était tiré sur cette structure en acier, sur cette corbeille en acier. Et le son qui était diffusé dans la nef, c'était un son, et ça c'était très intéressant aussi, qui provenait en fait de la vibration du bâtiment. Pascal Broccoli, c'est un artiste sonore, mais qui travaille aussi sur les perceptions
quasiment insaisissables que nous pouvons avoir, des vibrations, des sons. Et donc, il avait capté avec des appareils par lui fabriqués toutes les vibrations du bâtiment. C'est-à-dire la mémoire sonore, la mémoire vibratoire du CAPC, il l'avait capté, il l'avait stocké, il l'avait en mémoire, justement. Et c'est à partir de cette mémoire sonore-là qu'il a travaillé une sorte de restitution de cette mémoire dans ce pavillon sonore qui était au cœur même du bâtiment. Donc ça faisait une boucle assez parfaite, c'est-à-dire qu'on était dans le bâtiment pour écouter la mémoire sonore du bâtiment au cœur même de sa vie architecturale, artistique et historique, au fond. Voilà. Mais c'est vrai que ça a été vraiment un chantier pharaonique, titanesque. Et à un moment donné, il y a eu un arbitrage financier à faire, parce que ça coûtait quand même son pesant de cacahuètes, si j'ose dire. Et là, je dois dire que je le remercie publiquement. Maurice a dit, on l'a fait. On y va. Alors que bon, je ne suis pas sûr que n'importe quel autre directeur ou directrice aurait accepté de mettre autant d'argent sur une pièce aussi étonnante, faite par un artiste qui n'avait pas une notoriété internationale, loin de là. Hein. Mais voilà, ça s'est fait. Et je crois que c'était vraiment intéressant. C'est vraiment une intervention vraiment intéressante. Alors, autre exposition totalement différente et thématique et beaucoup plus, comme on en parlait tout à l'heure, plus formaliste, à Angle Vif, qui est une exposition qui s'est déroulée dans les galeries du second étage, la différente avec de très nombreux artistes. Oui. Et là, pareil, quelle est un peu la genèse de cette exposition? Là aussi, si tu veux, moi j'avais toujours été intrigué par certaines pièces du modernisme occidental qui étaient mises dans des angles. On parlait de Malevich tout à l'heure, avec son carré noir sur fond blanc qui était mis en hauteur dans l'angle d'une pièce, comme les icônes traditionnel orthodoxe. Hein. C'est un geste à la fois moderniste et complètement intégré dans la tradition de l'image orthodoxe. Et puis, il y avait des choses qui continuent à me fasciner, mais qui ont été détruites par Braque. Braque a fait toute une série de constructions d'angles avec du papier, du carton. On n'a que les photos de ces constructions, mais c'est d'une très très grande beauté. Et puis aussi, il y avait d'autres constructions. Hein, oui, non, mais dans l'époque des années 20-30, bon, les constructions d'angles de... Hein, aidez-moi, Tateline. Voilà, merci, Sarkis. Tateline. Enfin, il y avait une constellation de pièces, et ça m'a toujours étonné, ça continue de l'être d'ailleurs, parce que l'angle... mettre quelque chose dans un angle ou dans un coin, quand à l'époque on avait des enfants turbulents, on les mettait au coin pour les chasser du regard, pour les chasser de l'espace noble de la présence. Hein, voilà. Donc l'angle, c'est un espace de rejet, c'est un espace sous-estimé, c'est un espace négatif d'une certaine manière. Et là, tout d'un coup, il était requalifié, et par des œuvres tout à fait fondamentales dans l'histoire du modernisme. Et je m'étais aperçu que ça continuait. C'est-à-dire que, par exemple, Kippenberger, il faisait son personnage mis au coin pour le punir d'être un âne, quoi. Fred Sandbach faisait des pièces merveilleuses dans un tout autre vocabulaire formel. Sildo Meirelles, alors ça c'est aussi très intéressant parce que, enfin, ça me semblait très intéressant parce que moi j'ai toujours eu une grande admiration pour Sildo Meirelles, un artiste brésilien, mais qui était très très peu montré en France. Et là, je prends contact avec lui. Et je lui ai dit, voilà, on aimerait faire... Donc il envoie un dessin. On a fait la pièce, il est venu voir la pièce, il était très content. Donc c'était l'occasion aussi de montrer le travail de Sildo Meirelles, mais un travail beaucoup moins politique que celui qu'il faisait d'habitude. Au contraire, un travail très formel. Et de toute façon, je pense... Enfin, je pense voilà. Que c'est fini. Donc... voilà, c'était une exposition très formelle, très histoire de l'art. Tout ça pour dire aussi que ce musée a toujours eu des rapports très forts avec l'histoire de l'art, c'est-à-dire aussi avec l'université.
je voudrais terminer là-dessus. Il y a Bernard Vouilloux qui est ici, qui était à l'époque professeur à l'Université de Bordeaux avant d'être nommé à Paris 4, avec lequel le musée a travaillé. On a travaillé aussi avec Pierre Sauvanet du département d'art plastique de l'université. Les liens entre ce musée et les instances académiques du savoir ont été très puissants, très nombreux, très féconds. Et moi, très modestement, j'ai toujours pensé qu'il fallait être au musée comme on est à l'université et à l'université comme on est au musée. Merci Thierry. Merci.